Bonjour, je m'appelle Catherine Langer, je suis speakerine. Bon, je suis un peu morte depuis 98, mais c'est pas grave, parce que je vais vous présenter une vidéo qui traite de l'école allemande du Bauhaus, et ceci en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous observerons la démarche ou la philosophie, puis les concepts architecturaux. Ensuite, nous étudierons les caractéristiques du design d'objets typographiques, graphiques et au final scénographiques. Tout ceci en 3/4 d'heure, en 45 minutes. Voilà. Donc suite à quoi, votre professeur vous proposera un petit exercice de mémorisation. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse. Au revoir, je vous laisse. Le Bauhaus est une école allemande fondée en 1919 par Walter Gropius. Bauhaus veut dire littéralement maison du bâtiment. Bau, bâtiment, Haus, maison. Elle était à l'origine à Weimar, donc en Allemagne, pour être reconstruite ensuite à Dessau en 1925. Walter Gropius était un architecte qui désirait être dans la lignée des arts et crafts. Vous vous souvenez que les arts et crafts étaient les pionniers anglais de l'art nouveau à la fin du XIXe siècle en pleine révolution industrielle. Ils prônaient le concept de l'œuvre totale, c'est-à-dire que le spectateur devait baigner dans un bel environnement. Cela allait de la poignée de porte aux meubles, à l'architecture intérieure, etc. On parlait alors de ligne graphique. Eh bien, Walter Gropius se veut être l'héritier de cette philosophie. Il veut des étudiants capables de toucher à tous les domaines du design, que cela soit le design d'architecture pure, d'architecture d'intérieur, la déco, d'objets typographiques, graphiques ou scénographiques. Les élèves devaient être polyvalents dans leur conception. Comme les arts et crafts, ils devaient toucher à tous les domaines afin d'en avoir une vision panoramique et d'en révéler une ligne graphique. Pour ce faire, Walter Gropius avait sollicité des créateurs fameux, célèbres à leur époque, pour former les étudiants. Ainsi, Marcel Breuer, qui était investi dans le design d'objets, Herbert Bayer enseignait la typographie, Vassili Kandinsky réfléchissait au code graphique et à la composition visuelle, ou encore Oskar Schlemmer qui dispensait la scénographie. Tous ces enseignants devaient se tenir à une unique et même philosophie selon laquelle tout devait être architecture. Tous les domaines ou toute forme créative devaient être architecturés, structurés, géométriques, construits sur un unique plan visuel minimaliste. Et cette démarche était révolutionnaire. L'idée était pour Walter Gropius de fabriquer à la chaîne industriellement de beaux objets à moindre coût. En épurant au maximum leurs lignes, leur fabrication était plus facile à mettre en place et moins fastidieuse qu'un objet aux formes complexes. La simplification des lignes évacuait des contraintes techniques et autorisait une vulgarisation plus large. Walter Gropius prônait l'industrialisation et son libéralisme pour démocratiser le beau. En diminuant les coûts de fabrication, donc les prix de vente, il était assuré de faire partager son goût au plus grand nombre. Ainsi, de ce minimalisme formel marqué du sceau de l'industrie des années 20, naquit l'esthétique industrielle. Je cite Walter Gropius, chantre de la production mécanique, la standardisation ne constitue pas un frein pour le développement de la civilisation, c'en est au contraire l'une des conditions immédiates. Fin de citation. En gros, le progrès technologique est bénéfique à notre évolution sociale selon lui. Il induit une mutation positive pour nous ouvrir au bonheur. Bref, Walter Gropius est un progressiste. Il adhère vraiment aux nouvelles technologies, car selon lui, elles sont un moteur susceptible de nous faire avancer. Commençons par l'architecture. L'école est organisée selon plusieurs modules ou bâtis géométriques.
Le schéma graphique de l'établissement vous le montre sous forme de code coloré. Il y a un espace dédié à l'école de création, un autre à l'école technique, à l'administration. L'aire collective est placée collée à l'arrière de ces 3 bâtiments. Et plus au fond se trouve le bâti des studios des élèves. Ainsi, chaque activité est délimitée par un espace précis. Chaque module architectural renvoie à une fonction manifeste. Walter Gropius procède par bloc ou module. Pour ce faire, il utilise des techniques d'ingénieur dans sa construction. Il fait fixer dans le sol de fins piliers de béton qui porteront des plateaux, les étages, comme un millefeuille. Ensuite, des rideaux de verre viendront ceinturer les surfaces. Une structure métallique consolide ses parois fragiles en formant une grille graphique. Ces jeux de lignes verticales et horizontales rythment ses plans, les pans de mur. En bonus, placé à l'extérieur dans la nature, nous pouvons voir se refléter les alentours sur le verre. Le bâtiment est parfaitement intégré dans son environnement. Quant à l'intérieur, l'espace est dégagé, optimisé, puisqu'aucune cloison n'est nécessaire et gêne la lisibilité. À la limite, s'il y en a, elles seront rétractables comme vous pouvez le voir dans le réfectoire. Il peut s'agrandir à souhait en ouvrant un mur accordéon qui libère l'espace dans le foyer. On voit d'ailleurs la scène au fond. La superficie est de la sorte doublée, on appelle cela des espaces modulaires, modulables. Les occupants sont ainsi libres de s'organiser comme ils le souhaitent, d'aménager leur mobilier selon leur gré. En même temps, ils n'auront plus cette impression de confinement dans un espace clos puisque la vue est dégagée vers l'extérieur grâce à de larges baies vitrées. Il n'y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur, la barrière est floutée que l'on se trouve dedans ou dehors. Le bâtiment n'est plus imaginé comme une construction classique selon laquelle des murs porteurs clos enfermeraient un espace. Par exemple, dans son style néoclassique, vous avez le Grand Théâtre de Bordeaux érigé en 1780 par Victor Louis. Ces murs sont épais et solides. Ils sont en pierre, percés de fenêtres, sans les fragiliser, pour des raisons techniques. Il y a aussi en exemple toutes ces maisons de promoteurs de type Phoenix ou autres qui cultivent cette idée pour des raisons de rentabilité. Les logements sont construits selon les concepts architecturaux classiques, occidentaux, avec cette idée d'enfermement, de pièces bien séparées, d'espaces clos. Je vous renvoie à la vidéo La maison de Sagimoto que je vous ai transmise pour prendre toute la mesure de ces concepts occidentaux. Je vous invite ardemment à la visionner car elle montre les méthodes et philosophies orientales japonaises d'édification de maisons. Elle révèle en plus les sources conceptuelles des architectes modernes comme Walter Gropius, mais aussi actuels. En ayant comme influence l'Orient, il fait éclater nos codes d'organisation de l'espace, cette tradition architecturale qui édifie des espaces clos et nourrit notre idéologie basée sur la propriété privée, sur l'individualisme. À l'époque, au début du XXe siècle, il y a aussi, en culture sous-jacente, la philosophie de Karl Marx, qui, je vous le rappelle, a écrit Le Capital en 1867 et porte en lui les fondements de l'idéologie communiste. Son regard critique vis-à-vis de la révolution industrielle montre qu'elle façonna notre société et la scinda en 2 classes, esclaves l'une de l'autre, qu'il nomma le prolétariat et la bourgeoisie. Selon lui, le profit que cette dernière met en œuvre sur le dos des ouvriers ne peut qu'aboutir qu'à la révolte. Et en 1917, juste avant la naissance du Bauhaus, et stigmatisée par la difficulté de la guerre, la Russie fait sa révolution prolétarienne. Le régime tsariste fut renversé violemment, la monarchie russe fut balayée dans le sang et la mauvaise humeur, un coup d'état bolchevique fut rudement mené par Lénine qui marqua au fer rouge la Russie d'une nouvelle idéologie marxiste. Octobre 1917 fit table rase sur le blanc impur du passé monarchique. Eh bien, cette idéologie, au fondement socialiste, eut des répercussions dans nos pays. Le va-et-vient des intellectuels au travers des frontières nous rapportèrent, par brassage des mentalités, ces nouvelles idées axées sur le collectif, sur l'ouverture de l'espace privé, que nous chérissons pourtant d'ailleurs sur fond de paranoïa. Le Bauhaus est imprégné par cette idéologie, et Walter Gropius oriente son école vers une ouverture à l'autre, le culte du collectif, du groupe coloré de théorie marxiste. Ainsi, l'entrée de l'école est très simple, sobre, quasi indécelable. Elle est l'antithèse de la porte d'entrée orgueilleuse bourgeoise de grands bâtiments. Celle-ci était magnifiée par de beaux escaliers glorifiant les tenues bourgeoises, célébrant l'apparence et l'étiquette. Ici, l'entrée officielle est sans artifice, réduite à sa plus simple expression, une porte fonctionnelle. De son côté, le toit terrasse favorise le dialogue entre les élèves, puisqu'il est un lieu de rassemblement. De vastes escaliers simples amènent les discussions, les dortoirs et balcons en quinconce encouragent les échanges. L'idée était que l'environnement de l'école devait porter vers une nouvelle vision de l'art et des concepts créatifs.
Tout devait participer à l'élaboration du dialogue entre les étudiants afin de stimuler leur imaginaire et raisonnement. Le collectif est mis en avant pour une émulsion intellectuelle qui devra aboutir à des créations révolutionnaires. Donc, en résumé, nous avons pu voir que les besoins de l'école définissaient l'organisation des différents bâtiments. Les fonctions dispensées in situ déterminent l'emplacement des bâtis par rapport à l'ensemble de la construction de l'école. La couleur devient un code pour perdre sa dimension artistique pour laquelle elle correspondrait à un univers personnel. Les espaces internes sont modulables ou modulaires au gré des exigences des intervenants. Et les éléments sont réduits à leur fonction, comme l'entrée officielle simplifiée au maximum. On peut dire que sa fonction détermine sa forme puisque la porte devient un simple rectangle. L'accès principal de l'école est une porte dans sa plus simple expression. Elle est réduite à sa fonction, à son utilité. Elle est une ouverture simple, sans apparat, avec une référence marxiste. Et bien maintenant, nous allons nous centrer sur le design d'objets graphiques, typographiques et scénographiques afin de faire ressortir ces mêmes concepts ou mêmes idées. Prenons en premier temps le design d'objets. Sous vos yeux, la B33, une chaise imaginée par Marcel Breuer en 1927. À l'époque, il était professeur et responsable de l'atelier menuiserie. Le dessin de l'objet présente deux plans et une ligne fermée. L'assise est une surface horizontale rectangulaire, le dossier une figure verticale tout aussi rectangulaire. Le piétement est inclus dans la structure. Il est un tube d'acier, travaillé, courbé à l'origine par un plombier. Il est défini par une ligne continue, à la fois droite et sinueuse aux angles. Il s'agit d'une torsion linéaire donnant une impression d'équilibre, d'assiette réfléchie. Assiette signifie équilibre. Marcel Breuer a travaillé sur le concept du porte-à-faux pour définir et dessiner la B33. L'esthétique de la chaise est simple, minimaliste, on peut dire industrielle aussi dans sa sobriété. À force de réduction des formes, le design de la création se révèle. Focus sur le mot design, qui est important pour vous puisque vous l'investissez de façon récurrente, c'est-à-dire systématiquement dans votre travail. Design est un homonyme de dessin, c'est-à-dire qu'il a le même son mais pas la même signification. On le prononce aussi dessin. Mais je l'accentue exagérément pour une meilleure distinction entre les mots, pour une meilleure compréhension pour vous. Il renvoie à l'idée, au projet, au concept, à la réflexion. Le design est un exercice de pensée présent dans le design et qui lui donne toute sa spécificité. Le design graphique, d'objets, typographique, architectural et autres est la fusion du design et du dessin. Il fait naître une esthétique, une ligne en fonction de l'idée. C'est pour cela que l'on dit design graphique, d'objets, typographique, etc. car il y a en amont de la réalisation une réflexion technique, stratégique, voire philosophique. Le design est la fusion de l'idée et de la ligne, du design et du dessin. Fin du focus. Ainsi, le design de la B33 se révèle grâce à la simplification maximale de la forme de la chaise. À force de réduction, Marcel Breuer en arrive à faire ressortir la structure essentielle de l'objet, à la limite de la reconnaissance du cliché de la chaise. Nous sommes dans l'archétype de la chaise. L'archétype, c'est le modèle initial, le gabarit en termes graphiques si vous voulez. Il correspond aux traits principaux qui caractérisent un objet. La B33 en est un exemple, puisque nous reconnaissons une chaise au travers de deux plans et une ligne. Ici, la philosophie de l'école, ou celle de Walter Gropius, forcément indissociable, prend toute sa signification. La forme de l'objet a été épurée au maximum pour diminuer les coûts de production. Du coup, l'exercice de création s'est centré uniquement sur la fonction de l'objet. La forme de la chaise correspond uniquement à sa fonction. La forme est égale à la fonction. Les lignes sont donc forcément minimalistes. On appelle cela une esthétique fonctionnaliste, selon laquelle la fonction définit la forme. Elle est une philosophie less is more, pour reprendre Mies van der Rohe, amie de Walter Gropius. Et cela se retrouve dans l'essentiel de la production de Marcel Breuer durant sa période de Bauhaus, alors de 1920 à 1928. Je vous laisse regarder son travail.
Nous voyons bien se dégager l'archétype des objets présentés ici. Les chaises se définissent par de simples plans et des lignes aux angles arrondis, les tables aussi. Il y a là une réflexion autour de formes types pour des besoins types. Il y a là aussi une recherche de la forme standard pour faciliter la fabrication. La typographie est elle aussi repensée. Elle doit être fonctionnelle et débarrassée de tout élément superflu. La simplification de l'écriture, en termes de dessin de la lettre, était induite par des problématiques techniques d'impression. Effectivement, il était plus aisé et moins coûteux de reproduire des caractères aux lignes épurées que les gothiques en vogue à l'époque en Allemagne. À la fin du XIXe siècle, les arécrafts avaient aussi éludé le problème. William Morris, en chef de file du mouvement, proposait des mises en page tout aussi complexes à imprimer, composées de fractures aux lignes emphatiques, c'est-à-dire exagérées. Au début du XXe siècle, en Allemagne, ce style de police de caractère était encore utilisé abondamment, mais la forme archaïque n'était plus du tout adaptée à la reproduction mécanique de l'époque. La nouvelle linotype permettait d'accélérer les parutions, car les compositions de texte étaient mécanisées. De plus, il ne faut pas négliger. Plus, il ne faut pas négliger l'impact de la guerre sur les esprits. La volonté de rupture avec le passé était réelle et le milieu artistique imprégné des idéaux socialistes rejetait les nationalismes et les valeurs établies. Dans ce contexte, Herbert Bayer, professeur de typographie à l'école du Bauhaus, enseigne à ses élèves une nouvelle approche des caractères. Je le cite: « En nous contentant des bas de casse, nos lettres ne perdent rien et deviennent plus faciles à lire, à mémoriser, considérablement plus économiques. Pourquoi existe-t-il pour un son A par exemple 2 signes, A capital et A minuscule? Un son, un signe. Pourquoi 2 alphabets pour un mot? Pourquoi doubler le nombre de signes quand la moitié revient au même ?» Fin de citation. L'idée sous-jacente est de proposer un dessin de la lettre simplifié, adapté aux techniques de reproduction modernes et faciliter la lecture. Il crée en 1925 l'Universal, une linéale héritière des Didone du XIXe siècle mais sans empattement. Sa base est géométrique, elle est constituée de cercles et de lignes droites d'une épaisseur constante. Le D est effectivement défini par un cercle et une verticale, le B est son occurrence inversée, le N laisse entrevoir le rond de sa structure, il est une ligne courbée. Le X se compose de 2 demi-cercles collés en effet miroir et le K est formé par une ligne verticale droite, le fût. Ces 2 traverses ne sont que 2 quarts de cercle inversés et assemblés. De son côté, Paul Reiner, encore un typographe, applique cette même logique de construction dans le dessin de la Futura qu'il crée en 1927. Les empattements sont aussi supprimés, ainsi que tout ornement inutile. La forme est neutre, protégée des connotations intempestives. La typographie est fonctionnelle et ainsi lisible. Elle répond aux besoins croissants d'information de l'époque, donc à la poussée des parutions publicitaires et éditoriales. Less is more. En même temps, Jan Tschichold, typographe et théoricien, pose les bases de la mise en page en 1925 dans son article Elementare typographie. Il dit, et je le cite, « L'objectif de la présentation typographique est la communication. La communication doit revêtir la forme la plus courte, la plus simple, la plus pénétrante. » Bon, ça vous le savez, hein. Pour répondre à des besoins sociaux, et je continue de le citer, ces ingrédients ont besoin d'une organisation interne, un contenu ordonné. Fin de citation. Ainsi, il insiste dans son recueil sur l'importance dans une mise en page du rôle de la photographie, des linéales, des surfaces non imprimées, donc blanches, afin de laisser respirer la composition, de l'alignement oblique ou vertical des caractères, de l'adoption d'une norme standard pour le format du papier, pour correspondance je citerai le A4 par exemple, et du rejet de tout ornement autre que le carré, le cercle
ou le triangle, sauf si ceux-ci ne s'intègrent pas à la composition. Il affinera sa théorie en 1928 dans Nouvelle typographie, qui est un livre essentiel au mouvement graphique et moderniste. Il est la Bible de cette nouvelle vision. Je rappelle au passage que la notion de moderne renvoie à une croyance dans le progrès. Être moderne et par définition être progressiste, ça n'a rien à voir avec le fait d'être in ou à la mode. Rien à voir. Les impressionnistes étaient par exemple modernes. Les enseignants de l'école du Bauhaus étaient, ainsi que son fondateur Walter Gropius, étaient modernes. Ces derniers prônaient effectivement le progrès, c'est-à-dire la standardisation des formes induites par la standardisation de la production. Ils sont corollaires, je veux dire que l'un est la conséquence de l'autre. Sous vos yeux, des affiches à la mise en page simple. La structure est visible, rigide. Elle articule des blocs photographiques, de texte et formes géométriques aux couleurs unies. La gamme des teintes est réduite et simplifiée. L'axe de construction est rigoureusement oblique. La mise en page est architecturée. La répartition autour d'un pivot d'agencement amène un rythme industriel à l'ensemble. Les différences formelles appuient ce jeu visuel. Chaque objet graphique semble être interchangeable dans son emplacement comme modulable. Eh bien, cette rigueur graphique évolua ensuite en Suisse, car en 1933 arrive au pouvoir le régime nazi qui déclare que les travaux du Bauhaus étaient anti-germaniques, puisqu'effectivement très proches visuellement du graphisme constructiviste et communiste russe. On verra ce mouvement juste après. Donc persécutés, les enseignants et adeptes du Bauhaus se réfugièrent à Bâle et à Zurich en Suisse pour continuer leurs travaux et réflexions. Dans cette logique, leur mise en page modulaire, dite suisse, en vogue encore aujourd'hui, est l'héritière de la réflexion typographique du Bauhaus. Elle se caractérise d'une grille modulaire aux subdivisions identiques, comme vous le savez. Reste à y placer les éléments de communication à l'intérieur et en fonction des besoins, les cases sont agrandies en faisant fusionner les modules. Il s'agit d'une organisation dépouillée, rationnelle, c'est-à-dire à connotation mathématique, et rigoriste de la page. Si le Bauhaus refusait toute mise en page au profit de l'idée de la composition, qui a plutôt une dimension artistique, l'héritier, c'est-à-dire le graphisme suisse, ou encore dit le style international des années 60, en fait, graphisme suisse et style international sont des synonymes. Eh bien, tous les deux insistent sur la rigueur du gabarit. En Suisse, Jan Tschichold poursuit sa réflexion en ce sens pour faire fusionner radicalement le graphisme et l'architecture. Max Bill, Karl Gessner, Siegfried Odermatt, Carlo Vivarilli ou encore Joseph Müller-Brockmann portent tous en eux cette philosophie rigoriste de la composition à l'origine toute germanique, j'ai nommé le Bauhaus. Ainsi, Bauhaus et style suisse sont synonymes.
Dans le domaine de la peinture, le sujet concret par lui-même n'a plus trop d'importance. L'essentiel est dans une composition équilibrée des formes et des couleurs. Le jeu visuel est prédominant. Depuis l'apparition de la photographie, les artistes explorent la représentation pour s'en détacher. Laszlo Moholy-Nagy compose des éléments géométriques purs dans un but uniquement rétinien et sans signification narrative. Le titrage en atteste. Composition A19. La connotation est froide et objective, je veux dire qu'elle a disparu. En fait, il n'y en a plus du tout. Effectivement, il s'agit que d'une composition visuelle. Vassily Kandinsky, enseignant au Bauhaus, réfléchit de son côté à la traduction des sons en couleurs, en plan et en ligne. Il écrit d'ailleurs un peu plus tard pour ses étudiants le livre du spirituel dans l'art. Il y décrit la nécessité intérieure de l'artiste d'exprimer ses sensations lorsqu'il écoute de la musique. L'harmonie des formes et des couleurs est tout un art. Il en fait un lexique. Je cite : « Le bleu est la couleur typiquement céleste, qui évoque un calme profond. Le jaune est une couleur terrestre dont la violence peut être pénible. Le mélange du bleu et du jaune, c'est-à-dire le vert, produit l'immobilité totale. Le blanc agit comme un silence profond, plein de possibilités. Le noir est un néant sans possibilité. Il est un silence éternel et sans espoir. Et le gris correspond à l'immobilité sans espoir. Il tend vers le désespoir lorsqu'il devient foncé et retrouve un peu d'espoir en s'éclaircissant. » Fin de citation. Vassily Kandinsky, féru de musique contemporaine, fait une traduction de ces émotions abstraites. Chaque son est associé à une couleur et ou une forme. Dans un autre recueil, Point, ligne, plan, il étudie les effets visuels et émotionnels que produisent ces éléments géométriques. Je cite : « La ligne est le produit d'une force exercée dans une certaine direction par la main de l'artiste. Le tracé droit est sans surprise. Il est exercé dans une seule direction. La ligne brisée résulte de l'alternance de deux forces possédant des directions différentes, d'où la contradiction visuelle. La courbe est le fruit de deux forces qui agissent simultanément. » Il réfléchit aussi sur l'idée de plan et de point dans son livre. Ces improvisations, c'est-à-dire ces tableaux, ne sont pas une copie de la réalité, mais l'expression de la nécessité intérieure de l'artiste. Jeu de plans et de couleurs, rythme de forme pure, il orchestre ses sentiments en écoutant les sons d'Arnold Schoenberg, père de la musique dodécaphonie qui s'apparente à de la musique conceptuelle. Vassily Kandinsky compose un jeu visuel et rythme sans passer par l'image figurative trop contraignante. La peinture se débarrasse du support narratif inutile pour accéder à l'essence même des choses, à la beauté des sons, des formes et des couleurs. Metal dance describes a geometric transformation by means of reflection, to symbolize the transient nature of spatial order. Uses 12 poles to extend the limbs of the dancer, and thus transpose the mechanics of movement into a vastly enlarged area of space. The result, in Schlemmer's own words, is a song of the joints.
Dans le domaine de la création scénographique, la réflexion est identique. Elle véhicule le même design. Les chorégraphies et costumes d'Oskar Schlemmer en sont un témoignage. Il enseigna au Bauhaus la peinture, la décoration et la scénographie. Son travail sont des œuvres peintes, d'abord esquissées puis mises en volume, sculptées. Sur ce screen, le ballet triadique, composé de 3 parties, œuvre chorégraphique d'Oskar Schlemmer. Il l'a créé en 1922 pour le Festival de la musique de chambre en Allemagne. La musique de chambre correspond à une œuvre de petits ensembles, c'est-à-dire combinée de très peu d'instruments. Il est l'opposé de l'orchestre symphonique, si vous voulez. Donc face à vous, des costumes aux formes géométriques, une sphère, des lignes graphiques dessinées sur les tissus ou au sol. Les personnages aux formes pures sont intégrés dans un décor minimaliste. Leur gestuelle est mécanique, hiératique, c'est-à-dire raide, tel des robots. Clin d'œil à la société moderniste industrielle que le Bauhaus glorifie. Il se déplace dans l'espace selon un schéma et un parcours simple, minimaliste et géométrique. Après la fermeture de l'école en 1933, Oskar Schlemmer est déclaré artiste dégénéré par les nazis. Le sceau hitlérien était confirmé.
c'était sans reconnaître l'émulsion créative riche des années folles. Au sortir de la guerre 14-18, c'est-à-dire suite à 4 années de tragédie, les artistes étaient portés par un vent libérateur. Les années 20 étaient pertinentes et impertinentes à la fois. Une seule idée, celle de bannir les valeurs du passé, celle du 19e siècle. Le monde moderne s'offrait à eux dans un temps nouveau, sans guerre. Ils voulaient le réinventer dans un tourbillon d'innovation créative. Portés par cette folie de ces années, ils s'emparaient de la culture pour en faire leur révolution. En Allemagne, l'école du Bauhaus nourrissait cette nouvelle vision inédite tout aussi radicale. Elle fondait un projet visionnaire dont les valeurs ne cessent d'exister, de se réactualiser perpétuellement et encore aujourd'hui. Nous sommes effectivement chez les fondateurs, au Bauhaus, à l'origine de la culture du design, au commencement. C'était vraiment très intéressant. Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple.